algorithme de Ford-Fulkerson pour la recherche ou le calcul du flot maximum et je vais partir d'un exemple, un exemple très simple. Et voilà l'exemple sur lequel on va travailler. Et je vais mettre des valeurs sur les arcs. L'arc de S vers A est évalué pour la valeur 1, A vers B est de valeur 2, l'arc AP, c'est-à-dire l'arc du sommet A vers le sommet B est de valeur 5, et puis B vers P est de valeur 3. Un peu de terminologie. Le graphe que j'ai dessiné au tableau possède un certain nombre de propriétés qui font de lui un réseau. Et je vais énoncer ici ces propriétés. Le graphe comporte deux sommets distingués qui sont S et P. Les sommets S et P sont des sommets distingués du graphe. Bon, ici, il n'y a que 4 sommets, S, A, B et P. Mais comme on va le voir dans tout réseau pour lequel se pose le problème du flot maximum, et qu'on va résoudre par la méthode de Ford-Fulkerson, il y a toujours deux sommets distingués. Un sommet initial que je note S et qui est la source du réseau. Donc je marque ici source. Et un sommet final que je note P. P pour puits. Donc pour les problèmes de flot maximum, nos réseaux comporteront toujours une source qu'on va noter S et un puits qu'on va noter P. S est le sommet initial ou le nœud initial du réseau. Et P est le sommet final ou le nœud final du réseau. Je marque ici S égale à source sommet initial du réseau et P égale à puits sommet final du réseau. Et que signifient les valeurs 1, 4, 2, 5 et 3 des arcs de ce réseau? Alors, je dessine un sommet X et un arc qui va du sommet X vers un autre sommet Y. Et cet arc désigne simplement un trajet dans le réseau. Et c'est le trajet qui mène du nœud X au nœud Y. Je vais noter C de XY, la capacité de l'arc XY. C de XY, c'est la capacité de l'arc XY, la quantité maximale de matière qu'on peut transporter du nœud X vers le nœud Y, d'accord? Donc si X et Y sont deux nœuds ou deux sommets d'un réseau, on note C de XY, la capacité du trajet ou de l'arc qui va de X vers Y, d'accord? C'est la capacité, c'est la plus grande quantité, donc la quantité maximale de matière qu'on peut transporter en partant du sommet X pour se rendre au sommet Y. Donc par exemple ici, l'arc SA a une capacité de 1, l'arc SB a une capacité de 4, l'arc AP a une capacité de 5, l'arc BP a une capacité de 3 et l'arc AB a une capacité de 2. Je vais noter F de XY, le flux qu'on va déplacer du sommet X vers le sommet Y. Alors que C de XY est la capacité de l'arc XY, F de XY est le flux de matière effectivement déplacé du sommet X vers le sommet Y du réseau. Déjà, on voit que F de XY est inférieur ou égal à C de XY. Parce que C, c'est le flux maximal, la capacité de l'arc. Donc, F, qui est le flux qu'on va déplacer, est inférieur ou égal à C, qui est la capacité de l'arc. Donc, j'écris que F de XY est inférieur ou égal à C de XY. Et F, c'est le flux, alors que C, c'est la capacité. Le flux de matière qu'on va déplacer sur l'arc XY est inférieur ou égal à la capacité de l'arc XY, ce qui est tout à fait normal. Et on va supposer que la capacité minimale de l'arc est égale à 0, et par conséquent le flux est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à la capacité de l'arc. Donc pour tout arc XY d'un réseau, le flux sur l'arc est majoré par la capacité de l'arc et minoré par 0. Il est positif, il est inférieur ou égal à la capacité.
je peux par exemple supposer que sur l'arc SA passe un flux de valeur égale à 1 unité. Et vous voyez que 1 est inférieur ou égal à 1. Le flux est inférieur ou égal à la capacité. D'accord? Inférieur ou égal. Il est positif. 1 est positif et est inférieur ou égal à 1. Je mets ici 1 comme flux sur l'arc de A vers P. Et puis ici, je vais mettre 0. Et ici, je mets aussi 0. 0. Et puis ici, je mets 2. Donc, dans ce réseau, les valeurs 1, 1, 0, 0 et 0 sont les flux qui se déplacent dans le réseau, alors que les valeurs 1, 5, 2, 4 et 3 sont les capacités des arcs du réseau. Les capacités des arcs du réseau ou des trajets du réseau. Alors, pour l'ensemble des flux 1, 1, 0, 0, 0, il y a quelques remarques à faire. D'abord, la contrainte qui veut que le flux soit inférieur ou égal à la capacité est vérifiée pour chaque flux. D'accord? 1 est inférieur ou égal à 1, 1 est inférieur ou égal à 5, 0 est inférieur ou égal à 2, 0 est inférieur ou égal à 4 et 0 est inférieur ou égal à 3. Première remarque. Deuxième remarque. En chaque sommet intermédiaire du réseau, je parle des sommets intermédiaires, vous avez S qui est la source, qui est le sommet initial du réseau, et P qui est le puits, qui est le sommet final du réseau. Et ici, les sommets intermédiaires sont A et B. Les sommets intermédiaires, c'est tous les sommets sauf la source et le puits. Regardez la somme des flux qui arrivent en A et comparons-la à la somme des flux qui sortent de A. La somme des flux qui entrent en A comparée à la somme des flux qui sortent de A. Je ne parle pas des capacités, je parle des flux. Les flux qui entrent en A, alors il y a un flux d'une unité, alors il y a cet arc qui entre en A, dont le flux vaut 1. Donc en A, il entre une unité de matière. Et combien en sortent? Eh bien j'ai cet arc et cet arc qui sortent de A. Et la somme des flux, c'est 1 plus 0. 1 plus 0, ça fait 1. Donc je constate que 1 qui entre est égal à 1 plus 0, 1 qui sort. Donc il entre en A un flux d'une unité de matière et il en sort un flux d'une unité de matière. C'est vrai pour le sommet A. Est-ce vrai pour le sommet B? La réponse est oui, puisque 0 qui entre est égal à 0 qui sort. 0 plus 0, ce sont les A qui entrent en B. 0 plus 0, ça fait 0. Donc 0 unité entre au nœud B ou au sommet B. Et combien en sortent? Eh bien, 0 unité. Donc j'ai 0 plus 0 égale à 0. Et j'ai 1 qui est égal à 1 plus 0. Donc il entre 1 en A, il en sort 1. Il entre 0 en B et il en sort 0. Donc je vois que, du moins pour l'exemple que j'ai pris, l'ensemble des flux 1, 1, 0, 0, 0 possède les propriétés suivantes. Les flux sont inférieurs ou égaux aux capacités. Chaque flux sur un arc est inférieur ou égal à la capacité de l'arc, est positif. D'accord? 1, 1, 0, 0, 0. Et aussi que, en chaque sommet intermédiaire, la somme des flux qui entrent est égale à la somme des flux qui sortent. C'est vrai en A, c'est vrai en B. Il y a une troisième chose, c'est que la somme des flux qui sortent de la source, la somme des flux qui sortent de la source, ici, 1 plus 0 est égal à la somme des flux qui entrent dans le puits. Donc j'ai 1 plus 0 égale à 1 plus 0. 1 plus 0 c'est 1, égale à 1 plus 0 ça fait 1. Dans un réseau, le flux est inférieur à la capacité, j'ajoute supérieur ou égal à 0. Donc les flux sont positifs, mais sont majorés par les capacités des arcs. Deuxièmement, la somme des flux qui sortent de S, mais S c'est la source, le sommet initial du réseau, égale toujours à la somme des flux qui entrent en P. La somme des flux qui sortent de la source doit être égale à la somme des flux qui entrent dans le puits, toujours. Donc l'exemple que j'ai pris est un bon exemple, puisque 1 plus 0 égale à 1 plus 0. La deuxième condition est satisfaite.
la première condition est satisfaite puisque les flux sont positifs et majorés par les capacités. 1 est positif et majoré par inférieur ou égal à 1, 0 inférieur ou égal à 4, etc. En chaque sommet intermédiaire, la somme des flux qui entrent égale à la somme des flux qui partent. La somme des flux qui entrent égale à la somme des flux qui partent. Et c'est ce qu'on appelle la loi de Kirchhoff. Kirchhoff, je crois que c'est comme ça, je ne suis pas sûr. La loi de Kirchhoff ou la loi des nœuds dans un réseau, c'est de dire simplement qu'en chaque sommet intermédiaire, tout ce qui sort vaut exactement tout ce qui rentre. Donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout devient quelque chose. Voilà. Ce qui rentre égale à ce qui sort. Un ensemble de flux, par exemple, celui que j'ai donné, 1, 1, 0, 0, 0, pour les arcs SA, AP, AB, SB et BP. L'ensemble de ces flux satisfait les contraintes 1, 2 et 3. On parle de flot réalisable. On parle de flot réalisable. Un flot réalisable est un ensemble de flux qui satisfait les conditions 1, 2 et 3. Autrement dit, les flux sont majorés par les capacités, ils sont positifs. La somme des flux qui sortent de la source égale à la somme des flux qui entrent dans le puits. Et en chaque sommet intermédiaire, la loi de Kirchhoff est vérifiée, ou encore la loi des nœuds, c'est-à-dire, en chaque sommet intermédiaire, la somme des flux qui entrent égale à la somme des flux qui partent, ou qui sortent. Nous avons ici l'exemple d'un flot non réalisable. Pourquoi? Alors, si vous prenez la source, vous avez 5 unités de flux plus 2 unités de flux, ça fait 7 unités de flux. Vous prenez le puits, vous avez 3 unités de flux plus 4 unités de flux, ça fait au total 7 unités. Donc, ce qui sort de la source, c'est 7, et ce qui arrive au puits, c'est 7. On a donc la deuxième condition qui est vérifiée. 7 égale à 7. La loi de Kirchhoff, ou la loi des nœuds, nous dit qu'en chaque sommet intermédiaire, la somme des flux qui entrent doit être égale à la somme des flux qui partent. J'ai 5 qui entrent en A, 3 plus 2 en sortent, 5 égale à 3 plus 2, puisque 3 plus 2 c'est 5. Donc la loi de Kirchhoff est vérifiée pour le sommet ou pour le nœud A. Je regarde en B, j'ai 2 plus 2 qui entrent en B, 2 plus 2 ça fait 4, et combien d'unités partent de B? 4 unités. Donc la loi de Kirchhoff est vérifiée pour ce réseau. Donc j'ai la deuxième condition et la troisième condition qui sont vérifiées pour ce réseau. Je regarde la première condition. Est-ce que les flux sont positifs et inférieurs aux capacités des arcs? Ici, l'arc SA a une capacité de 1, mais regardez le flux qui traverse cet arc. Un flux de 5 qui est supérieur à la capacité de l'arc. Donc ça c'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Et c'est pour cela que le flot est non réalisable. Vous avez ici aussi un flux qui est supérieur à la capacité. Bon, ici ça va, ici ça va, ici ça va, mais ici et ici ça ne marche pas. Donc l'ensemble des flux 5, 3, 2, 2 et 4, bien que satisfaisant les conditions 2 et 3, n'est pas pour autant un flot réalisable. Parce que les trois conditions ne sont pas vérifiées. Donc on est d'accord qu'on ne va travailler qu'avec des flots réalisables. On ne travaillera qu'avec des flots réalisables. Il existe un flot réalisable trivial, mais vraiment banal, et je souligne le mot trivial, et c'est ce qu'on appelle le flot nul. Alors, le flot nul est un flot réalisable. Il consiste à faire passer sur chaque arc un flux égal à 0 unité. Donc j'ai 0, 0, 0, 0 et 0. Et c'est un flot réalisable. Pourquoi? Eh bien parce que 0 plus 0 égale à 0 plus 0. La somme des flux qui sortent de la source ou qui partent de la source égale à la somme des flux qui entrent dans le puits.
Et en chaque sommet intermédiaire, la loi de Kirchhoff est vérifiée. 0 c'est 0 plus 0. 0 plus 0 c'est 0. Et puis la première condition qui veut que les flux soient compris entre 0 et la capacité. 0 est inférieur ou égal à 1. 0 est inférieur ou égal à 4. 0 est inférieur ou égal à 5. Donc l'ensemble des flux qui passent sur les arcs de ce réseau est un flot réalisable et c'est le flot nul. C'est le flot nul parce que tous les flux sont égaux à 0. Tous les flux sont nuls, alors on parle de flot nul. Alors, le flot nul, quoique trivial, quoique banal, a un intérêt, c'est qu'il va servir de point de départ d'initialisation de la méthode de Ford-Fulkerson. Donc, dans la méthode de Ford-Fulkerson, dans l'algorithme de Ford-Fulkerson, pour le calcul du flot maximum, on aura besoin d'initialiser les flux du réseau et le flot nul sera pour nous voilà, une solution initiale. Une solution initiale pour l'algorithme de Ford-Fulkerson. Solution initiale dans l'algorithme que je vais présenter qui s'appelle la procédure de Ford-Fulkerson. L'algorithme de Ford-Fulkerson. Ford-Fulkerson, c'est deux personnes, Ford et Fulkerson. On peut facilement imaginer une entreprise dont le réseau routier est donné par le graphe orienté de cette figure, qui a un magasin de fabrication, manufacture, qui est le sommet S, la source, là où se fait la fabrication des matières ou des produits, et puis un entrepôt P, qui est le dépôt, disons qui est le lieu de livraison des matières fabriquées en S. Donc on fabrique en S la source, et on va déposer, on va entreposer, on va livrer au puits P. Eh bien, le réseau de transport de cette entreprise est ainsi fait que on ne peut pas déplacer plus d'une unité de matière sur la route qui relie les points S et A, ou les villes S et A. On ne peut pas déplacer plus de 4 unités de matière sur la route qui relie les villes S et B. On ne peut pas non plus déplacer plus de 2 unités de matière sur la route qui relie les villes A et B. Et puis on ne peut pas déplacer plus de 3 unités de matière sur la route qui relie la ville B de la destination finale. Même chose pour le trajet ou le tronçon AP. Et la question c'est quelle est la quantité maximale de matière qu'on peut faire circuler dans ce réseau? Quelle est la quantité maximale, la plus grande quantité de matière qu'on peut faire circuler dans ce réseau? Quel est le flot maximal de ce réseau? Alors, on peut par tâtonnement trouver une solution et peut-être la solution du problème. Il est possible en essayant, par exemple si je mets ici 1 et puis ici je mets 2, vous voyez, donc je peux jouer et puis essayer de voir quelle est la plus grande quantité de matière compte tenu des contraintes, n'est-ce pas, il y a des contraintes, il faut que le flot soit réalisable. Chaque flot est une solution possible du problème, mais ce que nous voulons, c'est le flot maximum. C'est le plus grand flot possible qu'on peut faire circuler dans ce réseau. Alors, j'ai parlé du flot nul, qui consiste à faire circuler des flux égaux à 0 sur chaque arc. Donc, je peux mettre ici 0, ici 0, 0, et puis ici 0. Je vais dessiner un arc retour du puits vers la source pour comptabiliser le flot total qui circule dans le réseau. Donc, normalement, l'arc de P vers S n'existe pas, c'est un arc fictif, parce que sinon, c'est plus un réseau. Mais je dessine cet arc du puits vers la source pour comptabiliser le flot total qui circule dans le réseau. Vous avez les arcs AP et BP qui entrent en P, donc 0 plus 0, donc vous avez un flot égal à 0. Est-ce que 0 est le flot maximal? Certainement pas. Et on peut essayer, par exemple, on peut essayer, je dis on peut essayer, si je mets ici 1 et que je mets ici 1, donc ici j'ai 1 qui entre, 1 plus 0 ça fait 1, donc la loi de Kirchhoff est vérifiée en A, ici j'ai 0 plus 0, la loi des nœuds de Kirchhoff est vérifiée en B, j'ai 1 plus 0, 1 plus 0, voilà mes amis, je viens de trouver un flot réalisable de valeur égale à 1, parce que j'ai 1 plus 0 qui est ce qui rentre en P, et donc il va aller de P vers S, parce que 1 plus 0 c'est 1 plus 0. Donc j'ai encore une solution réalisable dont le flot égale à 1. Avec le flot nul, j'avais un flot égal à 0. Je me suis demandé si la solution était optimale. Un flot égal à 0, on est tous presque sûrs que ce n'est pas la solution optimale. Ce n'est pas le flot maximum. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tâtonné. J'ai modifié des flux. J'ai changé ici en 1, ici en 1, et j'obtiens un flot réalisable. C'est un flot réalisable dans quel sens? Dans le sens où les trois conditions sont vérifiées.
pouvez vérifier que l'ensemble des flux 1, 1, 0, 0 et 0 forment ce que j'ai appelé un flot réalisable. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux que 1? On peut faire mieux que 1, c'est possible. Essayons par exemple de mettre ici, je sais pas, 2. Alors ici j'ai 2. Et ici vous avez 0 plus. Ici je change. Puis je mets ici 2. 2 plus 0 ça fait 2. Donc la loi de Kirchhoff est vérifiée en B. Et la loi de Kirchhoff est aussi vérifiée en A, puisque 1 c'est 1 plus 0. Et 1 plus 2 qui vaut 1 plus 2. Donc 3 égale à 3. Et donc vous avez un flux égal à 3. Parce que vous avez 1 plus 2 qui vaut 3. Est-ce qu'on peut faire mieux que 3? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous voyez bien qu'on a besoin d'un algorithme qui nous permet d'arriver de proche en proche à la solution du problème. Pour le calcul du flot maximum ou maximal dans un réseau, il existe des procédures, des algorithmes qui nous assurent qu'un flot réalisable est optimal. L'algorithme que nous allons voir et qui va nous permettre de déterminer si on peut faire mieux que 3 ou si 3 est la solution optimale, c'est-à-dire le flot maximal qu'on peut faire circuler dans ce réseau, on va avec l'algorithme de Ford-Fulkerson résoudre cette question. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode du marquage. On marque les sommets avec des signes plus, moins. Et puis une méthode qu'on appelle la méthode des graphes d'écart ou des graphes résiduels. L'algorithme de Ford-Fulkerson, on va dire, comporte deux variantes. Une variante qui utilise une procédure de marquage, déterminer si à une étape donnée, le flot est maximal ou s'il peut être amélioré. Et puis une méthode, une variante qui utilise ce qu'on appelle les graphes d'écart ou les graphes résiduels, que je vais expliquer dans quelques instants. Donc je vais présenter ces deux méthodes sur cet exemple, mais commençons par la méthode des graphes d'écart ou la méthode des graphes résiduels. L'algorithme de Ford-Fulkerson par le calcul des graphes d'écart ou graphes résiduels. Donc c'est toujours la méthode de Ford-Fulkerson, mais j'utilise cette variante, je présente cette variante qui consiste à chaque étape, à chaque itération, à calculer ou à dessiner ce qu'on appelle un graphe d'écart ou un graphe résiduel. Et on va voir comment, à chaque itération, le graphe résiduel nous permet d'améliorer la valeur du flot qui circule dans le réseau. Alors, ce qui est important ici, c'est de voir ou de comprendre comment on dessine un graphe résiduel ou un graphe d'écart. Je vais appeler C, je dis soit C, un chemin de la source vers le puits. Puisque le graphe est orienté, le chemin est orienté. Donc par exemple, vous avez SAP, vous avez SAP, donc SAP est un chemin de la source vers le puits. SABP est un chemin de la source vers le puits. Ouais? Donc je suis le sens des arcs. C'est dans ce sens que je dis C est un chemin de S vers P. Donc par exemple, SBAP n'est pas un chemin de S vers P. Il existe un arc de S vers B, mais il n'y a pas d'arc de B vers A. Donc je ne peux pas aller de B vers A. Donc SBAP n'est pas un chemin, par contre SABP est un chemin. Donc soit XY un arc de C, de ce chemin. Donc si je prends SABP, SA est un arc du chemin SABP, AB est un arc du chemin SABP, BP est un arc du chemin SABP. Et puis si vous prenez le chemin SAP, eh bien les seuls arcs sont SA et AP. Alors, supposons que dans le réseau initial, il y ait un arc du sommet X vers le sommet Y et que il circule sur l'arc XY un flux que j'appelle F de XY et que l'arc XY est de capacité C de XY. Dans le réseau initial, je suppose qu'on a un arc de XY et qu'il y a un flux, on a trouvé un flot réalisable et sur l'arc XY,
circule un flux égal à f de xy, et c de xy est la capacité de cet arc. Dans le graphe résiduel ou le graphe d'écart, on va dessiner l'arc xy, puisqu'il existe dans le réseau initial. J'ai un arc qui va de x vers y dans le réseau initial. Donc dans le graphe résiduel, je dessine un arc qui va de x vers y, mais je dessine aussi un arc retour qui va de y vers x. D'accord? Donc il y a un arc de x vers y dans le graphe d'écart, dans le graphe résiduel, parce qu'il y a un arc de x vers y dans le réseau initial. Mais dans le graphe résiduel, j'ai dessiné un arc de y vers x. Et si j'appelle f de xy le flux qui circule sur l'arc xy dans le réseau initial, et que c de xy est la capacité de l'arc xy dans le réseau initial, la capacité de l'arc xy dans le graphe résiduel, c'est la différence entre la capacité de l'arc xy dans le réseau initial, c de xy, moins le flux qui circule sur l'arc xy. C'est pour cela qu'on dit graphe résiduel. Parce qu'on va mettre sur les arcs les capacités résiduelles. Ce sont les capacités résiduelles qu'on met sur les arcs dans le graphe résiduel. Donc ici, j'aurai c de xy moins le flux qui circule sur l'arc xy. Et c de xy moins f de xy, c'est la nouvelle capacité de l'arc xy dans le graphe résiduel. Et puis l'arc retour dans le graphe résiduel transporte le flux qui va de x vers y. Donc f de xy sera la capacité de l'arc retour. Le flux qui va de x vers y sera dans le graphe résiduel la capacité de l'arc retour qui va de y vers x. Donc je mets ici f de xy. C de xy moins f de xy, c'est la capacité de l'arc xy. Et f de xy, c'est la capacité, c'est pas le flux. D'accord? Je ne parle pas de flux, je parle de capacité. Dans le graphe résiduel, on ne parle que de capacité. La capacité de l'arc yx, c'est f de xy. La capacité de l'arc xy, c'est c de xy, qui est la capacité de l'arc xy dans le réseau initial, moins le flux f de xy dans le réseau initial, sur l'arc xy. Mon arc xy est sur un chemin qui va de S vers P. Donc, dans le graphe résiduel, je vais ajouter des arcs retour et faire ces modifications seulement pour les arcs XY qui appartiennent au chemin C qui vont de la source vers le puits dans le réseau. Je dis soit c'est un chemin de S vers P, soit XY un arc de C. Comment dessiner le graphe résiduel? Bien, c'est très simple. J'ai dit que XY est un arc du chemin C. Connaissant le flux et la capacité de l'arc XY, je n'ai qu'à dessiner un arc retour de Y vers X. Sa capacité, c'est f de XY qui est connue. Et la capacité de l'arc XY, qui était de C de XY dans le réseau initial, va devenir C de XY moins f de XY. Donc c'est une capacité résiduelle dans le graphe résiduel. Comment on peut savoir qu'on a atteint la solution optimale et que par conséquent, il n'y a plus rien à faire, que le flot trouvé est le flot optimal, est le flot maximal? Si dans le graphe résiduel, il n'y a plus de chemin de la source S vers le puits P, alors nous savons que la solution est optimale. Donc le flot est maximal. Donc avec la méthode des graphes résiduels, il suffit de chercher pour voir s'il y a un chemin qui mène de la source vers le puits. Tant qu'il y a un chemin qui mène de la source vers le puits, on peut améliorer le flot. S'il n'y a plus de chemin de la source du sommet initial vers le puits, alors le flot obtenu est maximal. Mais attention, c'est dans le graphe résiduel qu'il faut regarder pour chercher un chemin possible qui va de la source vers le puits. Et si on ne trouve pas un tel chemin, on a atteint le flot maximal.